Salut Aude, on continue ensemble à parler des défis de la haute empathie et puis de trouver les bonnes solutions pour se sentir libre. Et tu continues à nous partager toutes tes connaissances et ton savoir dessus. Et puis je te pose des questions, comme d'habitude. Et aujourd'hui, tu as envie d'avancer plus sur les défis de la haute empathie. Est-ce que tu peux commencer et puis on va avancer ensemble? Oui, exactement. Salut Julien, très contente de te retrouver aujourd'hui et merci pour ton enthousiasme. Donc ouais, effectivement, la dernière fois, on avait déjà commencé à parler en fait de la notion d'empathie, d'empathie accrue aussi, et en fait des défis que ces personnes qui sont de façon générale sont dans les traits SPS, c'est-à-dire ces fameux sensory processing sensitivity, ce fameux terme pour l'hypersensibilité, hein, selon les travaux de Helen Aron. Et donc, on avait vu qu'il y avait cette question de l'empathie qui se chevauchait avec l'hypersensibilité, comme on l'appelle en général, et que ben peut-être pour rappeler quand même, parce que sans ça, peut-être pour les gens qui nous rejoignent, c'est pas forcément limpide. Donc, quels sont les traits justement, on va dire, basés sur les travaux donc de Helen Aron dans les années 90, qui parlent justement de ces caractéristiques en fait de l'hypersensibilité, hein, ou de la haute sensibilité. Moi, j'aime mieux l'appeler comme ça. Donc, il y a le traitement cognitif plus profond qui implique une réflexion souvent beaucoup plus poussée, un besoin d'aller toujours vraiment en profondeur dans les choses. Donc, par exemple, le small talk est un peu difficile. Une plus grande conscience des choses subtiles et des nuances. Moi, j'aime bien parler de nuancier. Une attention accrue aux signaux sociaux, la conscience des détails, la détection de tout petits de signaux. Une sensibilité aussi émotionnelle et sensorielle plus élevée, hein, avec tous les côtés un peu contraignants que ça implique. Une plus grande réactivité aussi émotionnelle et une réaction au stress, aux stimuli. Et c'est là où on en vient à l'empathie, c'est souvent une empathie plus forte. Hein, même si on avait vu que c'était l'un n'équivalait pas l'autre, mais qu'il y avait ce chevauchement. Et puis on avait aussi mentionné ces études qui sont encore en cours aussi sur le lien entre le trauma, hein, les épisodes traumatiques, et une empathie accrue, c'est-à-dire au-dessus de la moyenne, ou une haute empathie, ou une hyper-empathie. Voilà, il n'y a pas vraiment de consensus dans les mots, hein, jusqu'à aujourd'hui. Donc on a mentionné ces études qu'on appelle les ELA, les Early Life Adversity, on appelle ça aussi les ACE, Adverse Childhood Experience, qui consiste à étudier l'impact d'un stress extrême ou d'un stress chronique dans l'enfance sur le système nerveux, la construction psychique, les comportements, etc. Donc, ces études ont montré que dans des cas où les personnes ont vécu justement des abus, de la négligence, mais ça peut être aussi de l'imprévisibilité émotionnelle, l'hypervigilance relationnelle, hein, qui est un gros stress en soi, l'attachement insécure, hein, John Bowlby, mais aussi la surprotection, hein, le fait d'être surprotégé et du coup de manquer aussi peut-être de sécurité affective. Après, quand on est face au monde, eh bien c'est plus difficile à faire face en autonomie. Et ça élève vraiment l'indice de détresse personnelle. Voilà. Et donc tout ça a un impact sur le système nerveux. On est plus sensible au danger. On a tendance à tout scanner. On est plus réactif, comme on disait, émotionnellement, parce que c'est vraiment le système qui est en état d'hypervigilance. Hein. Je vais développer ça plus tard. On a aussi plus de problèmes immunitaires, de santé, etc., hein, puisqu'il y a aussi une hyperactivité à ce niveau-là. Et puis on est aussi plus orienté vers la détection de la détresse à l'extérieur, hein.
Donc bien sûr la sienne aussi, mais celle qui est à l'extérieur puisqu'elle est en résonance avec la sienne. Hein. C'est ça ce qu'on avait vu, ce qu'on appelle justement la détresse empathique. Et c'est ça que révèlent en fait ces études qui sont, je trouve, super intéressantes parce que elles distinguent deux types d'empathie, hein, qui est l'empathie saine ou compassionnelle où je ressens ta souffrance mais je reste centré et présent à moi-même. Donc je reste régulé, je pars pas dans tous les sens. J'ai une capacité d'aider, mais en posant aussi des limites saines, en pouvant dire ça oui, ça non. Et dans un état aussi de compassion stable, hein, qui change pas d'un jour à l'autre. Et puis la détresse empathique, par contre, où ça c'est plus challenge parce que la souffrance de l'autre déclenche ma propre souffrance. Et donc là, il y a une surcharge, il y a déjà un effet d'hyperactivation nerveuse. Hein. Il y a la fusion émotionnelle, donc c'est comme si les frontières sont dissipées en fait, hein, entre moi et l'autre. Ça induit aussi de la fatigue compassionnelle, hein, parce qu'en général c'est pas juste une ou deux fois, c'est un fonctionnement souvent quotidien en général, qui implique au bout d'un moment soit de devoir se retirer parce que on est complètement lessivé, épongé, drainé, on n'en peut plus, ou alors c'est là que ça rejoint Karpman, hein, le triangle de Karpman, l'idée de partir de faire le sauveur et de faire Superman et de partir au secours même avant qu'on nous le demande. Voilà. Super intéressant et je trouve que ça éclaircit de plus en plus, en tout cas moi, mon regard sur ce fonctionnement-là et ça donne de la nuance, comme tu le dis. Je trouve ça très juste de pouvoir repérer un peu tous ces curseurs et j'espère que ça vous aide aussi pour mieux comprendre à quel niveau ça se situe, mais on voit les personnes hypersensibles, hautement sensibles et hautement empathiques, vraiment comme une capacité à percevoir le subtil et vraiment la subtile nuance de leur environnement et cette idée de soit je bascule dans une empathie saine, stable et régulière, et puis soit je vais dans une détresse empathique et là effectivement c'est plutôt je fonds dans l'autre et je fonds dans les problèmes de l'autre et je suis dans une fatigue compassionnelle. Enfin tous ces mots résonnent fort et je trouve que ce sont très très justes et très alignés. Et je trouve quelque chose qu'on parle peut-être pas assez souvent, c'est pas forcément de l'abus, de la négligence, de la surprotection, ça on l'entend dans les traumas enfants, mais de l'imprévisibilité. Et ça, c'est très juste d'avoir des parents imprévisibles, qui bougent peut-être tout le temps, qui ont des humeurs qui montent, qui descendent, des parents dépressifs, ou avec des tempéraments très toxiques peut-être. Eh bien, ça aussi, ça crée de l'impact chez l'enfant qui a besoin d'un cadre et d'une sécurité et d'un prolongement continu en fait. Quoi. Exactement. Tout à fait. Et c'est de nouveau cette idée de structure et de cadre. Hein. Un enfant qui est éclaté, qui a pas de limites, qui les connaît pas clairement, non seulement il manque de repères, hein, il sait pas ce qu'il peut faire ou ne pas faire, mais aussi il ne sait pas ce qu'on peut lui faire ou ne pas lui faire. Donc il y a une connexion avec avec une peur, hein, un programme de peur archaïque qu'on porte tous, hein, comme on va le voir avec la théorie polyvagale de Stephen Porges, qui est brillante. et on peut voir qu'il y a un lien avec ça, vraiment une peur pour sa propre survie. Donc ça peut aller très très loin, hein, dans notre système par rapport à la manière dont on est câblé, hein. Enfin voilà, mais ça c'est encore un autre chapitre. Et tu sais, j'ai vérifié en lien parce que tu parlais des perceptions donc du monde subtil. Effectivement, moi je vois beaucoup ça chez mes clients. Hein, j'en ai beaucoup qui ont vraiment un rapport au même à l'invisible ou à des détails, des nuances. C'est souvent aussi des artistes, des gens qui ont vraiment un œil très esthétique, etc. Donc on voit vraiment déjà un peu ces profils quoi se dessiner. Et également, comme tu me parlais tu te rappelles la sensibilité aux ondes, au Wi-Fi, aux poteaux électriques, ce genre de choses. J'ai vérifié et effectivement, Judith Orloff, qu'on a mentionné dans un précédent épisode sur la typologie des empathes qu'elle a dressée, en effet, elle parle des empathes physiques.
concernant ces personnes-là qui développent des symptômes en lien à ces ondes. Voilà. Je voulais juste te le dire puisque tu m'avais posé cette question. Voilà. Parfait, super. Merci de la précision. Puis n'hésitez pas à plonger dans cet épisode. Tous les liens sont dans la description. Ça marche. Alors, souvent, effectivement, chez mes clients, il y a cette détresse empathique qui s'ajoute à un système de valeurs qui est déjà là, hein, qui est déjà préexistant, qui est déjà fortement tourné vers l'entraide, le fait d'œuvrer pour le collectif, de souhaiter soutenir, contribuer, une forte compassion, etc., etc. Hein. Il y a souvent un système comme ça qui est déjà sous-jacent. Ce qui fait qu'après, la détresse empathique va venir accentuer encore ce phénomène-là. Donc, il y a des schémas que j'observe dans ma clientèle et aussi de mon propre vécu et bien sûr également de la littérature qui se recoupe avec ce qu'on peut lire sur ces sujets-là en lien à l'hypervigilance, la suradaptation, etc. Donc, ce que moi je peux observer, je voulais relater 5 points principaux. Voilà. Déjà, le premier, c'est que les personnes qui ont une haute empathie vivent souvent plus chez l'autre que chez eux-mêmes, parce que justement, ils ont développé un état d'hypervigilance chronique. Alors, permanente, ce serait pas tellement possible, parce que ça voudrait dire que même quand on dort, on est, voilà. Encore que, on voit bien dans les troubles de stress post-traumatique, les PTSD, comme on l'a beaucoup vu avec dans les études Bessel van den Kolk, etc., sur les vétérans de guerre, etc., que ça arrive aussi. C'est justement quand le système est tellement saturé que même pendant la nuit, il continue d'avoir ces flashbacks et de revivre toutes ces scènes violentes. Mais disons que pour les gens du commun, on va dire, il y a aussi cet état d'hypervigilance qui se développe, qui est généralement moins grave que ça, mais qui est néanmoins qui consomme énormément. Pourquoi? Parce que ça implique, par exemple, et peut-être que certains vont te parler, Julien, par exemple, scanner la pièce dans laquelle on rentre, en détectant les humeurs, possiblement les émotions, les difficultés des personnes, voilà. Parfois avant même qu'elles en prennent conscience aussi. C'est aussi anticiper les besoins des autres, une forme aussi d'anticipation défensive. J'y reviendrai plus tard. Avant qu'il y ait une demande, est-ce que tu peux faire ci ou ça pour moi? C'est déjà fait. Voilà. Détecter les tensions. Voilà, donc ça on rejoint aussi Judith Orloff avec les empathes environnementaux qui ont cette hypersensibilité et les empathes physiques aussi, ça touche à ça parce qu'elle peut se manifester dans le corps quand on sent des tensions chez une personne ou entre dans une dynamique de groupe ou de relation et on est affecté par ça. Il y a l'idée d'être affecté évidemment à chaque fois par tout ça parce que c'est chargé évidemment. C'est pas les bisounours. Et puis aussi s'adapter aux autres donc avant qu'on nous demande quelque chose et puis avoir de la difficulté à dire non à quelque chose qui ne nous convient pas ou pas complètement. Et puis, là, je trouve qu'il y a une idée vraiment à déconstruire, qui peut déjà être une première clé, c'est de déconstruire la notion de gentillesse. Pourquoi? Parce que quand on est dans une détresse empathique et qu'on a ce genre de réactivité que j'évoque là, ça n'est pas forcément de la gentillesse. Après, ça peut être teinté de différentes choses. C'est jamais binaire pour moi. Mais quand on est dans une forme de people pleasing ou de phoning, dont je parlerai plus tard aussi, qui est justement des réactions en fait du système nerveux, qui n'est pas contrôlé, qui n'est pas géré, on va dire, par notre intention.
C'est pas vraiment une intentionnalité, c'est plus vraiment une neuroception, le corps qui détecte quelque chose, une situation connue, et il y a une peur qui implique inconsciente, qui implique qu'il y a la peur de la perte, du rejet, de blesser, etc. Donc on va aller dans ces réponses en fait qu'on a appris, qui sont des stratégies de survie, hein, des adaptations. J'aime bien parler d'adaptation, mais des fois c'est un peu peut-être un peu vague. Et si on regarde d'ailleurs, je trouve intéressant, je me suis dit mais d'où vient en fait cette racine de gentil en fait? Si on va dans l'étymologie, moi j'adore aller dans l'étymologie à travers les langues, et ça vient du latin gentilis, qui veut dire du même clan, de la même famille, de même naissance, de bonne lignée. Donc là, on a déjà l'idée de la conformité au groupe, hein, qui est relié à un de nos deux programmes principaux de survie, hein. Le premier étant la passation des gènes, le deuxième étant la cohésion au groupe pour la survie, justement. Être sûr d'accéder aux ressources dont on a besoin et être protégé en cas d'attaque ou du climat hostile, des bêtes sauvages, etc. Donc, se retrouver seul, c'est un potentiel, j'entends archaïquement, inconsciemment, ça touche à des peurs très très anciennes, archaïques de mort, tout simplement, hein, d'être laissé seul, voué à soi-même, et de ne pas pouvoir survivre. Et au Moyen Âge aussi, ce gentilis, c'était relié à l'idée du comportement noble, hein, qui correspond un peu aux thunes confucéens. On a cette idée un peu qui touche à la morale aussi en Chine ancienne. Et donc l'idée, c'est de peut-être déconstruire cette idée que la gentillesse est une vertu, parce qu'on peut voir que par rapport à cette étymologie, elle est directement connectée en fait à l'idée du groupe, hein. Alors que si on prend la bonté, par exemple, qui vient de bonus, bonitas, qui est bon, favorable, vertueux ou de qualité. La qualité d'être bon, mais plus comme quelque chose d'intrinsèque, comme une valeur morale, ou une manière d'être juste ou bénéfique dans le monde. Donc tu vois, là, il y a une nuance quand même assez intéressante entre gentil, où il y a clairement une adaptation au groupe, hein, et la bonté, qui est quelque chose qui vient plus de notre comment dire, une tendance plus intrinsèque qui fait partie de nous. Ouais, j'entends qu'il y a quelque chose, c'est vachement intéressant de différencier la bonté et d'être bénéfique à l'autre et au monde, mais d'une manière, ça part d'un espace détaché de, en fait, je vais être gentil parce que ça me connecte au clan et ça me sécurise parce que je suis connecté au clan, comme s'il y avait une intention plus personnelle dans la direction de gentil que à l'extérieur, sans attente, de l'ordre du don de soi, que d'être dans la bonté. C'est ce que j'ai l'impression d'entendre. Oui, exactement. Et je me réfère, j'aime beaucoup Thomas d'Assembourg, que peut-être tu connais, et qui parle extrêmement bien de ça, qui a écrit multiples ouvrages, dont justement Cessez d'être gentil, soyez vrai. Et c'est un magnifique orateur. Il a fait plein de conférences. Il parle beaucoup de ça, hein, de comment être. C'est quelqu'un qui défend beaucoup la CNV. Il est formateur aussi. Et il déconstruit beaucoup justement cette idée de construction sociale autour de la gentillesse. Voilà. Donc ça, ce serait la première petite clé à voir. Voilà. Est-ce que là, je suis dans une adaptation parce que j'ai envie d'être gentil, hein. En anglais, on a aussi le mythe de la good boy, good girl. Tu sais, l'idée que ou sois gentil. C'est ce qu'on dit souvent aux enfants, hein. Sois sage, sois gentil. Mais c'est pas une invitation à se connecter à ses propres besoins. Ça, c'est plutôt voilà, tais-toi, sois gentil. On entend souvent ça ensemble. En tout cas, peut-être plus notre génération qu'aujourd'hui, j'espère. Mais
clairement, voilà, il y a eu beaucoup de, ouais, bien sûr, d'influence dans nos éducations avec tout ça. Le point numéro 2, ce serait de comprendre un peu plus qu'est-ce que la suradaptation, qui est justement liée souvent à un état inconscient d'hypervigilance. Et par opposition à cette suradaptation, on pourrait, parce qu'on peut se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Par opposition, j'aime bien prendre les exemples opposés, ça pourrait être, par exemple, maintenir une zone de confort raisonnable, ni trop ni pas assez, pouvoir se reposer, pouvoir accepter par plaisir et non pas par pur devoir, par exemple, ou ne pas accepter ce qui ne convient pas, ou mettre une condition. J'accepte, mais à condition. Donc, par exemple, des comportements d'hypervigilance, par exemple, ça pourrait être qui vont avec la suradaptation, c'est justement, par exemple, éviter les conflits à tout prix. Ça, c'en est un, que je rencontre beaucoup chez mes clients. Alors moi aussi, en tant que grand empathe, j'ai toujours abhorré, fui les conflits. C'est quelque chose que j'ai toujours eu. On doit apprendre à le faire malgré tout. Ça fait partie du chemin de libération, je pense, de pouvoir rester chez soi tout en étant dans j'ai pas forcément envie de dire conflit, mais peut-être plus une confrontation. Un face à face, en fait. Même quand c'est super inconfortable, mais qui permet de pouvoir vraiment s'honorer dans sa vérité. Et quand on veut éviter les conflits, les confrontations et les face à face à tout prix, en fait, déjà, on est constamment dans un espèce de overthinking, un espèce des stratégies mentales comme ça, d'évitement, et de tous les échanges tendus, etc. Et ça consomme une énergie folle en permanence. Et ça nous fait pas passer des bonnes nuits, quoi. Il y a aussi anticiper, éviter les changements d'humeur qui peuvent être détectés comme des menaces pour le système nerveux, suivant, comme tu dis aussi, dans quel environnement on a grandi, avec l'imprévisibilité, un parent qui se régulait pas, ou des colères soudaines qui éclataient, etc. Aussi, tout ce qui est évitement du rejet. Je veux pas être rejetée, j'ai peur de déplaire, je veux surtout pas être critiquée, encore moins en public. Donc tout ça, ça retouche ces blessures de rejet qui sont aussi quelque part liées aussi à une peur de la perte relationnelle, aussi à une potentielle humiliation, une peur de qu'est-ce que je vais pouvoir penser de moi après ça, etc. De nouveau cette peur archaïque de se retrouver seul face au groupe, par exemple, d'être un peu comme condamné. Donc voilà, ça touche à ces mémoires de l'être humain sur Terre, qui sont bien sûr très anciennes. C'est aussi les comportements d'hypervigilance et de suradaptation, ça peut être maintenir l'harmonie aussi. C'est important de le dire pour notre audience de personnes hautement sensibles et empathes. C'est que le système, ce qui les nourrisse beaucoup, c'est un besoin d'être dans un climat de calme où ils se sentent en confiance. Ça, c'est fondamental. Souvent, c'est une ou deux personnes ou des tout petits groupes, parce que les gros groupes, il y a déjà cette espèce de vigilance qui se met en activité et qui les empêche d'être eux-mêmes et de pouvoir être authentiques et de pouvoir rigoler et de pouvoir se détendre comme ils le feraient s'ils étaient avec des gens dont ils connaissent la bienveillance, le non-jugement, et qui savent qu'ils vont les accueillir même s'ils disent n'importe quoi, par exemple. Voilà. Donc, dans ces schémas-là, en fait, déjà jeune, le système nerveux a appris, si je m'adapte, je reste en sécurité. Voilà. Mais la question à se poser, c'est qu'est-ce que coûte vraiment cette suradaptation ? Parce que en vivant à travers toutes ces stratégies qu'on mentionne, en fait, on maintient un réseau de peur,
Souvent, c'est un réseau complexe de peurs qui sont connectées les unes aux autres et des stratégies d'évitement qui consomment tellement d'énergie, qui impactent l'immunité, qui dérégulent, qui génèrent des symptômes physiques, au bout d'un moment peut-être un burn-out, de la lassitude chronique, une perte de sens, etc., etc. Donc, est-ce que ça en vaut la peine? Ça serait la question à se poser. Où est-ce qu'on peut s'outiller? Parce que maintenant, il y en a tellement de ces outils. Et je vais en parler aussi un peu plus tard. Je vais revenir vers la CNV, qui est un super outil aussi pour pouvoir déjà rentrer en lien avec soi et dans une meilleure compréhension de soi-même. Et puis le point 3, ce serait à force d'avoir en fait l'habitude d'être coupé de ses propres besoins, on ne sent plus ou beaucoup moins ses propres limites. Et dans certains cas extrêmes, on ne sait même plus qui on est. Donc ça touche à l'identité. Je pense par exemple à, c'est souvent, bien sûr, voilà, société patriarcale, des profils souvent de femmes qui, voilà, selon les normes sociales, qui ont, par exemple, voilà, passé leur vie à s'occuper des autres, leurs enfants, leurs maris, pour prendre un exemple un peu cliché, mais bon, c'est encore très très courant. Et puis qui arrivait à la cinquantaine et la soixantaine, quand les enfants sont grands ou partis et que l'âge de la retraite arrive, etc. Il y a ces regrets, ou il y a cette sensation de pas s'être accompli, de s'être peut-être abandonné quelque part en cours de route et d'avoir pas vraiment répondu à et nourri en fait cette partie d'elle-même qui avait besoin de se développer. Et bon, ça c'est juste un exemple, mais ça peut concerner tout un chacun, hein. Même, les hommes comme les femmes. Je veux dire, les hommes aussi ont leur manière aussi de se sacrifier, hein, aussi pour répondre à ces normes sociales de pourvoyeurs, etc. Hein, pour reprendre les schémas classiques, mais on voit ça dans tous les schémas, hein, pas que dans ces étiquettes-là. Vraiment, tout le monde peut être concerné par ça. Ça peut prendre forme, par exemple, beaucoup dans les relations asymétriques. Tu vois, par exemple, quand quelqu'un se repose largement sur nous, hein, qui prend pas vraiment sa responsabilité et il fait porter tout à l'autre, par exemple, eh bien, on prend sur soi. On voit tellement ça dans le phénomène du burn-out, avec les gens qui disent j'ai dû remplacer 3 personnes absentes pendant tant de mois l'année passée et je suis arrivée en fin d'année et je pouvais plus, mon corps ne répondait plus. Et évidemment, donc on voit qu'il y a beaucoup ça aujourd'hui au niveau institutionnel, hein, malheureusement, mais que c'est déjà vraiment parce que tout le monde n'est pas sujet à ça non plus, donc il y a clairement déjà depuis l'enfance ces stratégies adaptatives qui sont renforcées sous la pression quand on est dans des environnements qui sont super exigeants ou qui simplement exploitent, disons-le clairement aussi, avec l'ambiance souvent toxique du travail aujourd'hui, où les gens sont clairement exploités par rapport à voilà, peut-être leur cahier des charges ou les tâches de travail qu'ils sont supposés faire. Par manque de ressources, non pas que ça soit forcément intentionnel, mais voilà, c'est structurel. C'est un phénomène de société aujourd'hui. C'est largement documenté. Et on peut juste voir ça dans tous les cabinets de psychiatrie. Et quand on fait aussi parce que sinon personne d'autre va faire, ça c'est aussi le syndrome connu pour les proches aidants. Si je le fais pas, qui va le faire? Qui va s'occuper de ma belle-mère qui est toute seule, qui se retrouve en hospice, etc. Ou aussi l'asymétrie quand la relation n'est pas 50-50 simplement et que l'une personne doit surcompenser pour ce que l'autre ne fait pas. Ce qu'on voit aussi beaucoup justement quand les femmes font de la régulation émotionnelle, parce que les hommes sont moins outillés pour pouvoir se connecter à leurs besoins et pouvoir poser des mots sur les choses qui ne vont pas, en général dans le couple mais aussi ailleurs, et c'est souvent les femmes qui prennent cette responsabilité, qui est une énorme énergie aussi,
de régulation qui souvent, dans bien des cas encore, repose sur elle. Heureusement, ça commence un peu à bouger de ce côté-là. Voilà. Et dans ces circonstances-là, les résultats, c'est que il y a de plus en plus de difficultés à identifier ses besoins, ses désirs et ses propres limites, parce que on est tout le temps dans cette suradaptation à l'entourage. Ça devient difficile du coup d'y voir clair, de prendre des décisions, d'avoir une vision de son futur. Donc souvent cette rupture de sens qui apparaît. Et puis un sentiment de confusion, quoi. Parce que aussi on a du mal à repérer, mais de quoi j'ai vraiment besoin, de quoi j'ai vraiment envie, qu'est-ce qui m'appartient à moi, qu'est-ce qui appartient aux attentes de l'extérieur, à celles de mon mari, de mes enfants, etc. Et puis il y a aussi la difficulté à sentir quand le trop plein atteint déjà les zones rouges. Et avec cette pression chronique, à force de surfaire, de surcompenser, de suradapter, eh bien, ça va faire ce que j'appelle la bombe à retardement. Et là, c'est vrai que c'est là où c'est intéressant, ça rejoint ce que Jung appelle le processus d'individuation, c'est-à-dire que il y a des fois où, à force d'être coupé de soi comme ça, eh bien, c'est la vie au bout d'un certain moment, entre guillemets, qui se charge de venir nous remettre sur nos rails. Et ça peut se manifester à travers une maladie, à travers des symptômes physiques chroniques qu'on peut pas résoudre. Hein. Ces fameux, souvent ces symptômes, on voit souvent ça, ces symptômes médicaux mais non diagnosticables. Voilà. Et du coup qui sont pas reconnus par la société, l'assurance, les choses comme ça. Donc toutes sortes de problèmes comme ça peut être tout à coup un accident aussi qui vient changer toute notre notre carnet de route, quoi, notre plan de route, ce qu'on avait fixé en fait pour nous. Et Jung, c'est intéressant parce qu'il mentionne ça. Il dit que très souvent, justement, ce qu'on appelle crise de la quarantaine, hein, souvent dans les dictons populaires, quand on parle de ça, il fait sa crise de la quarantaine et tout ça. En fait, Jung, il a une vision que je trouve vraiment intéressante là-dessus, parce qu'il dit, c'est pas à tant 40 ans en tant que chiffre, pas du tout, mais c'est que dans cette zone-là, dans la quarantaine, cinquantaine, il y a quelque chose qui nous rappelle inconsciemment qu'on arrive au milieu de notre trajectoire de vie sur Terre. Et que la première partie, très souvent, consiste à justement répondre à faire des adaptations, justement pour répondre à ces normes sociales, ces exigences, fonctionner dans la société, pouvoir payer ses factures, avoir sa famille, etc., etc. Donc, combien d'adaptations on accepte consciemment et inconsciemment, et souvent les deux, en fait, tout en ne se rendant pas forcément compte, en fait, de qu'est-ce qui compte vraiment pour nous et qu'est-ce qu'on mettrait vraiment en priorité si on n'avait pas à faire toutes ces adaptations. Et Jung dit que il y a souvent cette nuit noire, certains l'appellent la nuit noire de l'âme, ou c'est ce passage à vide, cette crise existentielle, cette traversée des marécages, comme dit le professeur James Hollis, que j'aime beaucoup, quand il parle de Jung, il parle de cette traversée des marécages quand on est face à ce constat que notre vie ne nous renvoie pas l'image de ce que notre âme souhaite vraiment faire ou expérimenter. Et que quand ce conflit émerge, cette tension, en fait, on ne peut plus l'ignorer. Il y a comme une urgence, quelque chose qui devient absolument qu'on peut plus contourner. Il y a plus d'excuses parce qu'on est déjà face à un mur, en fait. Voilà. Et je l'ai vécu aussi dans mon vécu personnel. Hein. Pour certaines personnes, quand on tient très fort et qu'on peut encaisser beaucoup d'inconfort et de situations extrêmement de suradaptation. Moi, j'ai été largement en suradaptation
et je travaille encore là-dessus, mais largement jusqu'à en tout cas mes 37 ans. Et à 37 ans, j'ai eu un effondrement vraiment sur tous les plans de ma vie, hein, y compris géographique, santé, ma famille biologique, la famille que j'étais en train de constituer avec mon conjoint à l'époque, le travail, rupture de sens aussi avec tout ça. Donc il y a eu cet effondrement qui ne m'a pas laissé d'autre choix que de réviser complètement en fait ce qui se passait pour moi pour permettre justement cette transformation, ce réalignement avec ce que mon âme me disait. Voilà. Et je me rappelle que pour m'orienter dans cette période-là, ce que je me disais souvent, c'est, j'étais tellement désespérée, hein, c'était une période de souffrance tellement intense, j'ai perdu de nombreuses personnes sur une très courte période de temps, et je me disais, si je devais mourir dans 6 mois, qu'est-ce que j'aimerais vraiment me laisser la chance de réaliser? Et la première chose pour moi, c'était repartir en Asie, où je me sens si bien, voilà. Et ça, c'était une des premières choses. C'était, je veux pouvoir vraiment me dédier à ce que j'aime et ce qui me passionne, et réorganiser, voilà, être quitter définitivement la Suisse, ça en faisait partie. Bon, j'étais en solo, donc c'était un choix qui était assez radical et qui était vraiment difficile aussi. Et puis le projet de nomade thérapeute dans lequel je suis, et reconstruire une vie et un équilibre autour de ce que je suis, plutôt de ce qui est validé par les normes sociales. Donc ça, Merci pour ces partages, ils sont chouettes et ils sont touchants. Et je me posais la question, est-ce qu'il y avait... En fait, on sent vraiment ce côté nuit noire et grand passage à vide parce qu'il y a eu une accumulation qui, à un moment, il faut qu'il y ait un stop et le corps, il fait stop, maladie ou autre situation, enfin, tout s'écroule pour mieux se reconstruire. Mais est-ce que c'est un passage, on va dire, obligé, c'est le chemin de vie et c'est ce que tu as vécu et que plein de personnes vivent, mais est-ce que, rétrospectivement parlant, tu vois comment ça a escaladé et à quel moment il y avait des portes de sortie pour que tu puisses éviter ce crash? Ou alors, de toute façon, il devait être là pour que ça soit pris en conscience, c'est ce qui s'est passé, mais qu'aujourd'hui, toi, tu vas transmettre ça dans ces vidéos et dans tes accompagnements pour que peut-être les personnes prennent les portes de sortie plus tôt et n'aillent pas jusqu'au crash. Oui, alors je pense que c'est vraiment, ça touche à des plein de dimensions différentes. Donc je pense que pour chacun, justement, le chemin va être de toute façon différent. On peut pas contrôler tous ces éléments. Mais parce que pour te dire, par exemple, en l'occurrence pour mon parcours, quand j'étais dans des ashrams, des monastères en Inde, il y a souvent les astrologues védiques qui peuvent nous faire notre charte comme ça et puis nous expliquer avec une grande précision en fait à quelle date précise commence un nouveau cycle de vie, etc. Et moi, ils ont vu la date exacte à laquelle j'ai quitté définitivement la Suisse, par exemple. Donc, si on considère ce genre de choses, on se dit, OK, il y a vraiment plus grand que soi. Et certes, il y a plein d'outils pour pouvoir accéder à un mieux-être et se libérer. Mais pour moi, ça a été un chemin progressif, vraiment, je dirais, depuis l'enfance déjà, avec un vécu de dépression majeure chronique, hein, depuis l'enfance, avec un gros poids transgénérationnel aussi que je portais. Et c'est vrai que du coup, quand on vit de la dépression, on est obligé de faire beaucoup de mises à jour, hein. Pour moi, la dépression, c'est vraiment une invitation à faire une réactualisation. Et c'est même un moteur, hein, pour certaines personnes. Peut-être que, qui sait, ça aussi, ça fait partie de notre plan de route, d'une certaine manière, parce que c'est ce qui nous met en mouvement. Moi, je suis persuadée là qu'on est là pour évoluer, en tout cas, pour une grande partie de personnes, peut-être pas toutes. Moi, je me sens très très concernée par ce chemin d'évolution en fait, qui donne pour moi tout son sens aux grandes souffrances et au parcours, aux adversités, etc.
Et je pense que oui, il y a beaucoup d'outils pour te répondre qui peuvent aider à soulager, les accompagnements thérapeutiques, la conscientisation de tout ce qui nous constitue dans nos blessures, dans nos schémas répétitifs, dans nos stratégies de défense, toutes ces questions dans la famille, le système, en fait, quel rôle on joue pour les autres, est-ce que on est à sa juste place ou est-ce qu'on surcompense, est-ce qu'on est envahi, etc. Il y a beaucoup, je pense, quand même de questionnements à se poser dès lors que on ne trouve pas tellement de sens en fait à sa vie, ou peut-être pas assez. Mais je pense qu'il y a vraiment des dimensions très complexes, qu'on peut pas prétendre comprendre, qui se juxtaposent les unes aux autres et qui font qu'à un moment donné dans un parcours de vie, il y a un tournant important ou que c'est une lente progression. C'est rarement une lente progression régulière, mais tu vois, je pense que pour chacun, il y a un chemin de route qui est assez différent. Je sais pas si ça répond un Si, peu si, à tout ta à fait. question, Tout, mais tout à fait. Et effectivement, c'est beaucoup plus grand que nous. Et il y a un chemin à suivre et il est là et il est à suivre au mieux. Et puis effectivement, par moments, ça crache, mais pour mieux reconstruire et avancer comme tu es là, beaucoup plus solide, avec des frontières beaucoup plus placées et utiliser tes capacités pour servir le monde au mieux. Et c'est ça qui est chouette. C'est ça qui est l'apprentissage du chemin. Donc c'est vraiment oui. beau. Mhm. Et on était au troisième point sur les 5, donc il y en a 2 autres que tu voulais nous partager aussi. Oui. Alors, le quatrième, ce serait